Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle entrevue de l'expérience Natura. Nous sommes en direct avec Leonardo Pelagotti et Véronique Bellemare-Brière. Je vais les présenter dans quelques instants. Mais avant, je voudrais juste vous rappeler pourquoi nous sommes tous réunis aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que nous avons un but, un objectif commun, la santé au naturel. Être plus autonome dans notre santé, dans la gestion de notre santé, savoir mieux utiliser les ressources de la nature, l'utiliser surtout en mode préventif et pas juste en mode curatif, mieux manger, mieux dormir, mieux respirer. Alors avec Leonardo, Véronique et 12 autres formateurs, on a créé le coffret de l'expérience Natura. On en est déjà à notre 3e édition. Il est en vente depuis une semaine. Vous êtes déjà des centaines à l'avoir acheté. Alors merci de votre fidélité. C'est 14 formations en ligne, 14 formations quasiment pour le prix d'une seule. Alors ça vaut vraiment pas la peine de s'en passer et puis ça va vraiment avoir un impact sur différentes sphères de votre vie. 9 nouvelles formations à l'intérieur, donc complètement exclusives pour le coffret. Alors je vous dis, allez vite, vous le procurez. Alors sans plus attendre, je vais me retourner vers mes deux intervenants aujourd'hui. Et puis vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans le chat ou en direct. Et puis je les poserai à mes intervenants au fur et à mesure. Alors nous sommes avec Leonardo Pelagotti. Bonjour Leonardo. Bonjour tout le monde. Alors, Leonardo, tu es coach en respiration, fondateur de l'entreprise Inspire Potential, instructeur expert Wim Hof. J'ai envie de te poser la question, comment tu es arrivé dans l'univers de la respiration, toi? Moi, j'ai découvert l'univers de la respiration vraiment et véritablement avec la méthode Wim Hof, même si avant, je connaissais par les biais du Kung Fu. J'ai fait du Kung Fu Shaolin jusqu'à la ceinture noire. Et c'est là où, pour la première fois dans ma vie, j'avais 20 ans, je commençais à entendre parler des techniques de respiration. Mais avant, j'ai fait toute une carrière de gymnaste au niveau national. Et jusqu'à 20 ans, je n'avais jamais entendu parler de la respiration. Je n'avais pas appris à bien respirer à l'école. Personne ne m'avait appris. Et quand j'ai entendu parler de la respiration la première fois, je dis, bon, ben on respire tous tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut vraiment apprendre là-dedans? En plus, c'est subtil. Moi, j'étais quelqu'un qui avait besoin de voir des choses concrètes tout de suite. Et c'est grâce à la méthode Wim Hof, quelques années après, où j'ai véritablement compris l'impact puissant que des techniques de respiration peuvent avoir sur moi. Et je suis petit à petit rentré dans ce monde, celui de la respiration du souffle, qui est énorme, gigantesque. Je ne m'attendais pas. Et depuis, je suis toujours dedans et j'ai continué à avancer parce que c'est vraiment toute une quête que je continue et qui nous accompagne dans toute la vie, du premier cri de l'enfant jusqu'au dernier soupir. Exactement, donc on va en parler évidemment aujourd'hui, mais on ne se rend peut-être pas compte qu'effectivement, on respire de façon extrêmement naturelle, mais il y a tout un processus derrière et que des fois, en fait, on respire très, très mal. Alors, on reviendra à toi, Leonardo, dans quelques instants. Je me tourne maintenant vers notre autre intervenant, donc Véronique Bellemare-Brière. Véronique, tu es naturopathe diplômée, membre de la Société Éduco-Santé. Tu as fondé l'Institut Somna, qui est un pilier au niveau du sommeil. Alors, toi aussi, pourquoi tu t'es intéressée autant au sommeil et quelle est la mission finalement que tu poursuis? Ben moi, c'est venu de mon histoire personnelle parce que pendant plus de 20 ans, même près de 25 ans, j'ai souffert de difficultés de sommeil de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et en faisant le tour des spécialistes, en essayant toutes les techniques possibles, en prenant tous les médicaments possibles aussi, finalement, ben, au bout de toutes ces années-là, j'ai réussi à trouver les solutions qui pouvaient réussir pour moi à me sortir de l'insomnie chronique. Et donc, j'ai fait un réentraînement au sommeil de manière 100% naturelle. Et donc, ben, lorsque j'ai réussi finalement à m'en sortir, ben, ma médecin était la première surprise parce que là, j'avais plus besoin de médicaments et les choses commençaient à aller de mieux en mieux. Et tranquillement, ben, elle m'a demandé aussi d'accompagner certains de ses patients parce qu'elle-même ne savait plus quoi leur dire. Et aussi, ben, il y a d'autres professionnels de la santé qui ont commencé à me demander d'accompagner des personnes parce que, en fait, je me suis rendu compte que malheureusement, c'était pas du tout enseigné dans le cursus de la médecine conventionnelle. Alors, au fil des ans, j'ai accompagné beaucoup de gens, autant des enfants, des ados, des adultes, mais c'était plus à temps partiel et éventuellement, là, ce sont les professionnels de la santé qui ont commencé à me demander des formations, des conférences et tout ça. Alors, c'est devenu une évidence qu'il fallait que je fonde une structure pour pouvoir supporter tout ça. Et c'est comme ça qu'est né l'Institut Somna. Maintenant, j'ai des spécialistes de divers pays qui m'entourent et qui, en fait, m'aident à aborder le sommeil de façon personnalisée et holistique chez les gens de tous les âges et à travers le monde.
Alors voilà. Merveilleux. Merveilleux. Est-ce que tu as bien dormi cette nuit, Véronique? Oui, j'ai très bien dormi cette nuit. Super. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être, Leonardo, tu aimerais ça qu'on fasse un petit exercice de respiration consciente pour être pleinement là durant l'entrevue. C'est une bonne idée. Alors, je vous invite à vous installer dans une position confortable. Ça peut être simplement assis sur votre chaise, canapé, ou alors vous allonger si vous avez l'occasion de le faire sur un tapis de yoga ou un canapé, et vous détendre. Si vous êtes en train de conduire, il ne faut pas fermer les yeux, mais vous pouvez faire la respiration. Sinon, pour les autres, bien sûr, vous pouvez donc vous détendre et fermer les yeux. On va commencer par bien détendre le visage, souvent un peu crispé. Au niveau de la mâchoire, évitez de serrer les dents. La langue est sur les palais, derrière les dents. C'est la position naturelle de la langue à la bouche pour la respiration. Et puis, on détend donc bien les 4 coins des yeux et les oreilles, tout le visage. On détend les épaules. On peut faire quelques rotations avec les épaules si cela nous aide à les détendre, ou alors quelques petites torsions. Puis, on relâche aussi les poignets et les doigts. On fait sortir la tension par les paumes des mains. On détend même les jambes, les genoux, les chevilles. On fait sortir les restes des petites crispations qu'on pourrait avoir par la plante des pieds. Et on va commencer à respirer sur cet exercice que je vais vous guider au niveau du rythme par les nez. On fait, si possible, toute cette respiration par les nez. Et si vous ne pouvez pas, vous ferez par la bouche. Mais sinon, on va respirer par les nez, qui est notre organe de la respiration. On va inspirer sur 3 temps et expirer sur 6 temps. Il vous suffit de suivre ma voix et suivre les souffles. On commence dans quelques secondes et c'est parti. On inspire, 2, 3 et on expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire par les nez, 3 et expire par les nez, 3, 4, 5, 6. On inspire lentement, 3 et on expire encore plus lentement, 4, 5, 6. Inspire par les nez, 3 et expire par les nez. Et on se détend en expirant. 6. Inspire. 2, 3 et expire. On détend les visages, les épaules. 5, 6 et inspire par les nez. 3 et expire. On détend les visages, les épaules. 5, 6 et inspire. 2, 3 et expire. On observe les souffles qui sortent dans les narines progressivement. 6 et inspire. 2, 3 et expire. 2, 3, 4, 5, 6 et in. 2, 3 et out. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, on continue avec ces rythmes. 3 et expire. Peut-être on a envie de bailler, de s'étirer. On va faire encore 3 respirations. Et in. 2, 3 et out. 2, 3, 4, 5, 6. Les 2 dernières. Inspire. 2, 3 et expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. On observe l'air qui rentre. 3 et expire. On observe l'air qui sort. 5, 6 et on revient à notre respiration normale. On ouvre les yeux. On peut s'étirer un peu vers le ciel. Ouvrir un peu la cage thoracique. Quelques rotations des épaules et de la tête. Et voilà, après 2 minutes de respiration consciente sous la technique 3-6, qui aide à plein de choses, qui est un de mes préférés, on est prêt. Ah, écoute, super. Alors justement, c'est intéressant de voir que la respiration, ça ne joue pas juste sur notre ventre qui inspire, expire, mais vraiment des oreilles, dont tu mentionnais, jusqu'aux doigts de pied. Hein? Tout le corps est concerné par les souffles. Et souvent, on se concentre un peu sur la zone qui bouge le plus, si vous voulez. Après, tout le corps entier est concerné par les souffles. La fonction de la respiration, c'est vraiment permettre la vie au niveau du corps, au niveau de l'oxygénation cellulaire. Mais il y a tout un tas d'ondes de pression qui partent du diaphragme, vraiment au niveau mécanique. Bien sûr, les ventres, la poitrine, mais ça va jusqu'au bout des doigts, ça va jusqu'au cœur, ça va jusqu'à la tête, au nez, aux oreilles, ça peut aller jusqu'aux pieds. Donc, ça, c'est bien connu aussi dans l'ostéopathie.
Mais voilà, la respiration n'est pas juste inspirer, expirer, bouger une partie du corps. Il y a des rythmes qui sont concernés, donc l'impact sur notre système nerveux autonome. Peut-être certains, ils ont déjà ressenti un peu des calmes qui arrivaient après juste 1 minute 30. On a fait 9-10 respirations. Et puis, bien sûr, toute la sphère biochimique, parce que l'oxygénation cellulaire, c'est pas juste une chose qui est bien, c'est fondamental. C'est juste fondamental. Et bien respirer, ça permet de bien s'oxygéner. Mal respirer, malheureusement, ce qui veut dire plein de choses, et souvent on le fait sans les savoir, ça ne permet pas cette oxygénation. Super. Alors, on refera d'autres exercices, dont l'exercice de l'abeille, la respiration de l'abeille, un petit peu plus tard pendant l'entrevue. Toi, Véronique, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, j'ai dû me rééduquer, à me réentraîner à dormir au sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puis comment on fait ça? Mais ce que ça veut dire, c'est que d'abord, lorsqu'on est bébé, on est en dormant en mode polyphasique, donc en plusieurs phases de jour et de nuit. Mais éventuellement, nos parents nous emmènent tranquillement vers un mode monophasique, donc en une seule traite la nuit finalement. Mais lorsqu'au fil de la vie, on a des difficultés de sommeil, c'est possible qu'on se remette à dormir sans le vouloir en plusieurs petites phases. Et c'est ce qui s'est produit dans mon cas à moi. Dans mon cas, évidemment, j'étais complètement déréglée. On n'a pas besoin de se rendre jusque-là pour justement prendre les rythmes de son sommeil en main, mais dans mon cas, à moi, à la fin, je ne dormais plus du tout là, la nuit. Et le jour, j'étais somnolente toute la journée, mais je ne pouvais pas dormir, donc ça finissait que je ne dormais plus du tout. Alors, quand on est bébé, une première fois, on va construire en quelque sorte notre puzzle du sommeil. C'est notre parent qui va nous accompagner, donc ça va se faire de façon inconsciente, mais on va devoir, pour que tout fonctionne, prendre en compte la génétique, mais aussi les dimensions physiques, psychiques et physiologiques pour que tout se mette en place. Donc, par exemple, un bébé qui aurait des reflux d'acidité, ben, va avoir de la difficulté à dormir parce que justement, la dimension physiologique l'empêche de bien dormir. Mais un bébé qui aurait de l'anxiété de séparation va avoir du mal aussi à se laisser aller vers le sommeil parce que ça devient un moment d'angoisse pour lui. C'est la même chose pour les adultes. Simplement, entre les deux, généralement, on a perdu, si on veut, de vue notre entraînement initial parce qu'on n'en était pas responsable. Ça s'est fait de façon implicite. On n'en était pas vraiment conscient. Mais lorsqu'on devient adulte, par contre, c'est très, très fréquent que notre sommeil est déréglé à un moment ou à un autre de notre vie, à des niveaux différents aussi. Et puis, on peut toujours retrouver cet entraînement initial, même s'il était inconscient, on peut le refaire de façon consciente quand on est adulte. Et donc, on va repérer les pièces manquantes du puzzle du sommeil qu'on a échappé en cours de route pour les remettre une à leur place et reconstituer le puzzle du sommeil. Alors, c'est ce que j'appelle un réentraînement au sommeil parce que c'est vraiment une forme d'entraînement au même titre qu'on accompagne notre enfant dans l'apprentissage de la marche, par exemple. Donc, on va l'entraîner à avancer un pas à la fois. De temps à autre, il va tomber, mais on ne va pas se mettre dans tous nos états. On va l'aider à se relever, puis on va continuer à s'entraîner jusqu'à ce que ça marche bien de façon autonome. Le sommeil, c'est la même chose. On doit apprendre une première fois à dormir de façon autonome, mais quand il fait défaut, on doit reprendre, devenir notre propre coach, si on veut, notre propre gestionnaire de notre sommeil pour remettre toutes ces pièces-là en place et pouvoir recommencer à dormir d'une traite toute la nuit plutôt que de dormir en phase ici et là ou alors de ne plus dormir du tout comme c'était mon cas. Et donc, on peut y arriver de manière naturelle parce que tu disais que tu avais utilisé, évidemment, comme peut-être beaucoup de monde, des médicaments, des somnifères. C'est sûr que ce n'est pas naturel, mais toi, ton approche, c'est vraiment justement de réapprendre à dormir naturellement. C'est 100% naturel. Puis comme on a quelqu'un qui est spécialiste de la respiration, je peux faire un parallèle avec la respiration. C'est-à-dire que, par exemple, si on a une opération à cœur ouvert, bien, la première chose qu'on va nous réapprendre lorsqu'on va se réveiller de l'opération, c'est à se rééduquer à notre respiration habituelle pour augmenter notre amplitude respiratoire. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus capable de respirer, mais c'est parce qu'on n'a plus d'amplitude respiratoire et qu'on doit la retrouver. Donc, on se rééduque de façon naturelle. Pour le sommeil, c'est la même chose parce que si le sommeil fait défaut, c'est qu'il y a un contexte où il y a des pièces du puzzle du sommeil qui sont manquantes. Alors, si on les retrouve, on les remet en place une à la fois, bien, ça nous permet de nous rééduquer
tranquillement, naturellement, à justement reconsolider notre sommeil comme lorsqu'on était enfant. Puis c'est important de le dire parce que parfois les gens viennent nous voir lorsqu'ils sont à un niveau extrême de difficulté de sommeil, lorsqu'ils ont atteint le niveau de l'insomnie chronique pendant 30 ou 40 ans. Et là, ils sont complètement désespérés, ils ont tout essayé. Mais le problème, c'est que plus on essaie de choses qui ne fonctionnent pas, plus on augmente notre angoisse face à notre sommeil et moins on va dormir. Donc, ça devient un cercle vicieux. Alors déjà, il faut défaire ces associations négatives-là. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est que le sommeil, ben, en fait, il faut le voir vraiment comme un entraînement parce que si, par exemple, vous vous étiez cassé une jambe et que vous arriviez chez le médecin, vous ne diriez pas à votre médecin, bon, ça y est, je me suis cassé la jambe, je ne pourrai plus jamais marcher. Le médecin vous dirait bien non, vous allez recommencer à marcher un pas à la fois. Vous avez déjà marché quand vous étiez bébé. Vous avez marché jusqu'avant votre blessure, alors vous allez être encore capable de marcher. Mais moi, c'est ce que je dis aux gens qui viennent en consultation chez nous, qui ont des problèmes d'insomnie extrême, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui viennent pour optimiser leur sommeil. Mais quand ils ont des problèmes d'insomnie extrême, ben, on leur dit, ben voilà, on va réapprendre le tout un pas à la fois. Et si tu t'étais cassé une jambe, on te mettrait un plâtre, on t'immobiliserait pendant un certain temps, puis ensuite, on ferait les mouvements pour que tu retrouves ton amplitude, justement. Mais on va faire la même chose avec le sommeil, tout simplement. Et puis, c'est fondé sur la chronobiologie. Donc, évidemment, ce sont des principes scientifiquement prouvés. Et on peut tout à fait naturellement y revenir puisqu'on se fonde sur les règles de la nature avant tout pour obtenir des résultats. Alors, généralement, ça fonctionne très, très bien. Puis, quand il y a des aspects un peu plus difficile. Là, dans certains cas, il peut y avoir des accompagnements aussi en binôme avec d'autres spécialistes ou en trinôme, ou en tout cas, bref. Donc, c'est toujours finalement la première étape, c'est de comprendre quelles sont les pièces du puzzle du sommeil qu'on a échappé. Et généralement, ce n'est pas une seule parce que l'insomnie, c'est un problème multifactoriel. Alors, si on en cherche une seule puis on cherche de manière effrénée la méthode miracle, eh bien, on ne fait que grossir le problème. Il va falloir au contraire retourner à la source puis trouver vraiment quelles sont les pièces manquantes pour pouvoir trouver la combinaison de solutions personnalisées. J'insiste là-dessus. Il n'y a pas de recette universelle. On est tous des dormeurs différents et on a tous une horloge biologique qui indique une heure différente. Alors, il faut trouver la combinaison de solutions personnalisées qui va faire que nous, on va recréer notre puzzle du sommeil. Exact. Et alors toi, Léo, dans la formation, justement, le pouvoir de la respiration qui est incluse dans l'expérience Natura, tu as une dizaine de modules et tu as un module complet sur comment faciliter le sommeil avec la respiration. Tu donnes d'ailleurs 3 techniques de respiration qui fonctionnent pour avoir une meilleure qualité de sommeil. C'est quoi, toi, ton regard, justement, et puis la corrélation entre la respiration et le sommeil? Oui, comme nous expliquait Véronique, il y a un lien, bien sûr. Comment nous respirons, ça impacte notre système nerveux autonome et notre système nerveux central, entre autres. Il y a aussi la physiologie de la biochimie, la biomécanique et plein d'autres choses, mais celle qui serait plus intéressante à voir là, c'est le lien avec la psychophysiologie. Ça veut dire dans quel état nerveux nous sommes, et pour dormir, on doit être dans un état qui s'appelle, et je simplifie, mais peut-être Véronique pourra expliquer mieux comment ça marche, mais un état qui s'appelle le système nerveux autonome parasympathique, un tone vagal plus élevé. Et donc, notre rythme respiratoire et notre façon de respirer au niveau biomécanique aussi impactent cette fonction-là. On peut voir une activité parasympathique plus ou moins présente et on peut voir un tone vagal plus ou moins présent en fonction de l'activation du nerf vague qui est entre le nerf. Donc, c'est important de pouvoir respirer pour aider la fonction des détentes, relaxation, pour rentrer dans les sommeils et aussi par rapport aux ondes cérébrales. Effectivement, donc si on est très actif au niveau du système nerveux central, de pouvoir changer aussi les ondes cérébrales par des techniques de respiration. Ce ne sont pas les seules. Il y a aussi la méditation, il y a aussi plein d'autres techniques possibles pour le faire. Mais certes, il y a un lien avec la respiration et moi, je fais ça systématiquement, même si je n'ai pas de problème à dormir, mais je m'amuse et je trouve que c'est efficace. C'est que les soirs, j'ai une routine personnel par rapport à une phase de cool-down où je me détends, je me déconnecte de tout stimulus extérieur excitant parce que, bien sûr, on ne peut pas être excité et dormir au même moment. Donc, petit à petit, je me calme. Et puis, quand je m'allonge sur le lit, je fais des techniques de respiration. Et ce n'est pas tout le temps la même. Par exemple, si c'est une sieste que je fais le midi et j'ai 15 minutes, je vais utiliser une certaine technique de relaxation qui est issue du yoga nidra, mais
couplé avec une autre technique que moi j'utilise sous la respiration. Et en 2-3 minutes, généralement, je m'endors. C'est très rapide. Et comme ça, je peux utiliser 10 minutes pour dormir un peu et puis je me réveille. Voilà, c'était 15 minutes de sieste. Et si c'est les soirs, au contraire, je fais des techniques un peu plus douces parce que ça ne me dérange pas de faire quelques respirations en plus. Parce que comme ça, je me dis, je suis un peu plus en lien avec mon souffle, ma respiration. C'est comme une méditation. Et petit à petit, doucement, ça m'amène au sommeil. Et en fait, le lendemain, je me réveille. Je n'en compte quelques-unes et puis ça passe. Et donc, ce sont des techniques que je partageais avec les gens parce qu'effectivement, dans les séminaires que j'ai fait sur la respiration, il y a souvent des personnes qui me disent est-ce qu'il y a des techniques qui pourraient m'aider déjà à gérer mon stress et puis à dormir? Parce que l'insomnie, comme nous disait Véronique, c'est quelque chose assez courant finalement. Et on doit réapprendre à dormir, comme on doit réapprendre à respirer. Finalement, tout un tas de choses. Et on doit réapprendre à bouger, on doit réapprendre à manger, on doit réapprendre à faire plein de choses que finalement on donne un peu comme acquises. Pourquoi? Parce qu'on s'est vraiment coupé un petit peu de la nature et de notre style de vie naturel premier, pour lequel notre machine physiologique est conçue depuis des milliers d'années, mais même plus, des dizaines de milliers d'années. Et donc, comme on a changé nos rythmes, on a changé notre façon de vivre, de manger, de bouger, de respirer, il y a tout un tas de choses qui sont hors équilibre. Et donc, réapprendre à faire quelque chose, ça veut dire retourner à l'équilibre pour que les différentes pièces du puzzle, effectivement, vont à la bonne place. Et finalement, ce n'est jamais des choses très compliquées. Il faut partir avec les outils que le corps a déjà, les remettre en place. On n'a pas besoin d'autre chose. Et donc, souvent, la respiration peut aider à plein de choses, comme par exemple les sommeils. Et j'étais à l'île de la Réunion pour des séminaires de respiration intensifs. J'ai vu 600-700 personnes en 2 semaines. Et on a fait des techniques de respiration. Et il y avait plusieurs dames âgées, c'était le cas, qui avaient des problèmes à dormir depuis des dizaines d'années. Et effectivement, après l'atelier, je me rappelle en voir quelques-unes revenir à ces ateliers et dire « c'est incroyable ». Après quelques années, enfin, je me suis endormi en 2 heures. Et pour moi, c'était énorme. 2 heures, c'est beaucoup. Elle me dit « non, mais avant, c'était 4-5 heures ». Je dis « ok, bon, alors c'est sur la bonne route ». J'ai envie de rebondir là-dessus. Moi, la première fois, après des années d'insomnie, où je me suis réveillée en sursaut parce que j'avais fait un cauchemar. J'ai crié dans la maison, « Youpi, j'ai fait un cauchemar! Ça prouve que j'ai dormi! » Alors, c'est ça. On devient tellement désespéré qu'à un moment donné, on voudrait tout pour dormir, mais en réalité, c'est plus on essaie de contrôler le sommeil, plus il va nous fuir aussi. Et c'est tout à fait juste ce que Leonardo dit. Selon moi, ça vient avant tout de notre dénaturation. Et c'est pourquoi, à l'Institut Somnant, on parle beaucoup de renaturation. Alors, le but est justement de reconnecter à ces rythmes naturels, les rythmes physiologiques, le processus physiologique naturel. Et pour ça, oui, on va aussi utiliser la respiration, mais également l'alimentation, également essayer de contrôler les stimulus pour sécréter les bonnes hormones qui vont favoriser le sommeil au bon moment et aussi le mouvement. Donc, on va tout remettre ça ensemble pour une approche vraiment globale et holistique qui va se mettre au service du sommeil dans ce cas-ci. Exact. Et alors, on a une question d'une des participantes qui nous dit, est-ce que, concernant la respiration, est-ce qu'on doit obligatoirement pratiquer la respiration abdominale en inspirant et en expirant? Est-ce que c'est la seule technique, Léo? Alors, ce n'est pas la seule technique. Il y a vraiment beaucoup de techniques. Et toutes les techniques ont un intérêt, un objectif. Il n'y a pas une technique mauvaise, par définition. Même si une technique, par exemple, ne serait pas utile dans la plupart des cas dans la journée et ça pourrait être utile juste pour une petite chose à un moment, il n'y a pas des techniques qui sont bonnes, des techniques qui sont mauvaises, mais il y a des bonnes façons de faire à certains moments pour certains objectifs. Et dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, il y a une bonne façon de faire. Donc, au quotidien, il faudrait utiliser ce que la nature nous a mis à disposition pour respirer. Donc, on a un muscle de la respiration qui est le diaphragme, les intercostaux aussi, et puis il y a des muscles qui sont en aide pour tout ça. Il y a un organe de la respiration qu'on peut définir comme les poumons et une autre partie du corps qui est dédiée à la respiration qui est le nez. Donc, on a nez, poumon, diaphragme. Et ça, dans la respiration de la vie de tous les jours, on doit les utiliser. Si on est au repos, si on travaille, on regarde la télé, on est dans les transports, on n'a pas des besoins spécifiques de faire quelque chose, on devrait tous respirer par les nez, inspiration, expiration, en utilisant les diaphragmes. On peut les intercostaux, bien sûr, la cage thoracique bougera et les poumons vont faire leur travail. Et tout ce qui ne fait pas ça dans la vie de tous les jours, ce n'est pas que c'est mauvais dans l'absolu,
mais ce n'est pas forcément optimal. Par exemple, on pourrait respirer par la bouche. On peut y arriver, on va quand même s'oxygéner, on ne va pas mourir, mais c'est beaucoup moins efficace et finalement, les cellules vont voir moins d'oxygène. Ils vont être beaucoup pénalisés par ça. Donc, est-ce qu'on peut les faire dans d'autres moments? Oui, mais est-ce que c'est utile dans la vie de tous les jours? Non. Est-ce que les diaphragmes, on doit l'utiliser à tout moment? On pourrait faire une respiration thoracique en essayant de ne pas bouger le diaphragme, même si lui, sauf s'il est bloqué, il va quand même un peu bouger. Mais on pourrait les faire. Mais pareil, dans la vie de tous les jours, cela ne va pas optimiser les mouvements des poumons, les lobes inférieurs des poumons, la perfusion ventilatoire. Ça veut dire la quantité d'oxygène qu'on va extraire de l'air pour l'envoyer vers les sangs et les cellules. Donc, c'est moins efficace. Mais est-ce que c'est mauvais dans l'absolu? Non. On pourrait les faire dans une activité physique où on doit coupler le mouvement du diaphragme avec une expansion du thorax bien active, avec des muscles qui vont aider pour la force, etc. Et enfin, est-ce qu'on doit vraiment utiliser les poumons? Là, il n'y a pas trop de choix. Si on va avaler de l'air au niveau de la bouche et l'envoyer vers l'estomac, ça ne sert à rien. Ça fait des ballonnements et souvent on le fait inconsciemment. Moi, je le faisais beaucoup avant quand j'étais petit parce que je respirais mal. Donc, j'avalais plein d'air. Donc, j'avais tout le temps des problèmes aussi au niveau des douleurs. Et ça sert strictement à rien. Donc là, sur les poumons, il n'y a pas beaucoup de doute. Je pense que tout le monde sait qu'il doit respirer par les poumons. Mais encore, bien envoyer de l'air conditionné, filtré, à la bonne température, la bonne quantité aux poumons, c'est un acte un peu magique dans le sens où c'est que le corps qui peut le faire pour nous. Et donc, on doit apprendre au corps à les faire à nouveau si lui, en quelque sorte, il a oublié ou il a dévié par notre histoire, dans notre vie, qui peut être lié au stress de la vie de tous les jours, qui peut être des traumatismes, qui peut être l'effet qu'on ne bouge pas, qu'on mange des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, ou le simple fait qu'on n'a jamais appris, en fait. Moi, je n'ai pas appris à l'école, je n'ai pas appris quand j'étais gymnaste national. Pendant 20 ans, personne ne m'a parlé des respirations. C'est normal que je n'avais pas forcément tous les clés. Moi, quand je me suis entraîné à faire des choses bien, quelqu'un m'a appris. Et c'est normal sur la respiration. Et c'est très, très rare que quelqu'un a eu une formation à la respiration. Exact. Alors, dans ta formation, justement, Léo, tu parles de la respiration dans toutes les sphères de notre vie. J'aimerais qu'on regarde, ça va toucher également le sommeil, tout ce qui est le côté inflammation. Parce qu'on a eu justement un live la semaine dernière avec Marion Kaplan et Gabriel Sanson. On a beaucoup parlé évidemment de l'alimentation anti-inflammatoire, le sans gluten, les produits laitiers, le sucre, ça on le sait. Mais la respiration aussi peut jouer pour réduire et même gérer l'inflammation dans le corps. Explique-nous ça un petit peu, Léo. Oui, disons que la respiration est vraiment un mécanisme qui a plusieurs aspects, plusieurs rôles, plusieurs fonctions et il est puissant. Ce n'est pas par hasard que dans toutes les traditions anciennes aussi, le souffle a un rôle central. Mais on va oublier ça et revenir vraiment au côté physiologique de l'inflammation. Je ne vais pas vous expliquer les côtés basiques, alcalins, l'alimentation. Je veux juste vous expliquer que la respiration fait rentrer de l'air pour nous donner de l'oxygène, mais fait aussi sortir tout un tas de choses et aussi des toxines. Et donc, ça a déjà un rôle pour une sorte de nettoyage intrinsèque de la respiration cellulaire qu'on ne voit pas, qui est tout le temps là, qu'on peut favoriser ou pas favoriser. Mais encore plus loin, la respiration va travailler sur l'immunité. Ça va permettre de diriger l'énergie du corps vers l'immunité et vers différents endroits de l'immunité. Parce que l'immunité est un mécanisme complexe. Et les systèmes immunitaires, ce n'est pas un système simple comme les systèmes cardiovasculaires où il y a des veines, des artères, des capillaires avec les sangs. Les systèmes immunitaires, c'est plein de choses et c'est encore pas forcément totalement clair, mais il y a au moins 3 barrières. Et il y a une barrière qui est la peau, tout ce qui ne fait pas rentrer des pathogènes, etc. Alors, la respiration, là, n'a pas un rôle primaire, sauf dans un endroit, le nez. Le nez protège nos poumons de tout ce qui rentre avec l'air. On a parlé un peu des virus récemment. Donc, respirer par les nez, c'est un filtre et une barrière vers ça. Donc, ça, c'est le premier rôle avec le système immunitaire, première barrière. Mais puis, il y a une deuxième et une troisième. La deuxième barrière du système immunitaire, c'est l'inflammation. C'est une réponse générique non spécifique, inflammatoire, qui est ni bonne ni mauvaise. Ça dépend quand et comment elle s'exprime. Et à certains moments, elle peut être très utile. Et à d'autres moments, elle peut être très néfaste. Et là aussi, ça dépend de l'équilibre de cette réponse. Avec la troisième barrière, la réponse spécifique acquise des lymphocytes, des cellules B, T, les globules blancs, entre guillemets. Et là aussi, je fais vraiment quelque chose de schématique. Vous me passerez si je fais quelques simplifications. Mais à ces moments-là,
La respiration, c'est comme s'il disait, c'est comme si on avait un levier qui pouvait nous dire où on met l'énergie à allouer au système immunitaire et donc à l'inflammation ou pas. Et si on respire d'une façon ou de l'autre, on est en train, en quelque sorte, de diriger cette énergie. On peut, par exemple, dans un cas d'une inflammation aiguë, exacerbée, qu'on veut réduire, enlever cette énergie à l'inflammation et faire baisser une réponse inflammatoire excessive dans l'espace de 5, 10, 15 minutes. Moi, je l'ai testé plusieurs fois. Toutes les personnes auxquelles j'ai appris ces techniques l'ont testé. Et c'est connu depuis très longtemps. On peut enlever l'énergie à l'inflammation pour ce qui est aigu. Donc, c'est-à-dire ponctuel. Une réponse inflammatoire exagérée. L'exemple, c'est, par exemple, je suis piqué par une abeille ou un frelon et ça pique, ça gonfle, ou alors encore autre chose. Je peux enlever cette inflammation-là par la respiration. OK, est-ce que c'est utile, pas utile? À vous de voir, mais on peut faire des choses comme ça. Ou alors, on peut travailler sous l'inflammation chronique. C'est une autre chose, une autre façon de travailler. Et là, sur l'inflammation chronique, bon, il y a beaucoup de causes, mais la respiration, ça a un rôle primordial aussi, parce que si on veut permettre de façon constante, ça veut dire permanente, d'allouer les bonnes ressources à ce qui est la régénération cellulaire et à la réponse inflammatoire, on n'a pas d'autre choix que bien respirer. On peut aider tout ça avec l'alimentation, le mouvement, la nature, les grandines, il y a plein de choses qui peuvent aider, mais si on ne respire pas de façon correcte, ça veut dire on entraîne tout le temps cette réponse inflammatoire intrinsèque par les souffles, parce que les souffles sont déréglés, et ben on va tout le temps créer de l'intérieur quelque chose qu'on veut gérer. Donc on a besoin là d'apprendre à respirer et pour vraiment les mettre sur les concrets, ça veut dire apprendre à ralentir la respiration, apprendre à respirer la juste quantité, ni trop peu, être capable d'utiliser les organes qui sont alloués, comme les diaphragmes, et utiliser les nez, bon, ça, bien sûr, c'est évident. Donc ça, ce sont des choses qui sont simples, parce que franchement, ce n'est pas un mystère, tout ça, on les connaît en plus, mais les faire tout le temps, c'est autre chose. Et à un certain moment, peut-être il faut réapprendre à les faire, si ça fait très longtemps qu'on ne le fait pas. Les enfants, bien sûr, ils savent les faire dès naissance. Mais après, ça c'est, comment dire, ça c'est des règles pour tout un tas de raisons. Exact. Alors j'imagine, Véronique, tu abondes dans le même sens. L'inflammation vis-à-vis du sommeil, ça va évidemment jouer et perturber aussi notre sommeil. Oui, on a même auprès de nos certifiés, lorsqu'on donne des formations, on parle aussi de prévenir l'inflammation justement pour favoriser le sommeil. Et ça peut se manifester effectivement par une mauvaise respiration, par une mauvaise alimentation, par un manque de mouvement ou des mauvais mouvements. Donc, il y a toutes sortes d'aspects là, à regarder. Mais effectivement, c'est directement lié là, avec le sommeil aussi. Exact. Et dans ta formation, tu dis souvent que la nuit se prépare le jour. Hein? Oui. Explique-nous ça un petit peu. Bien, tout à fait, parce que la nuit, en fait, c'est vraiment la somme de nos journées. Donc, ce qui se passe durant une journée va influer sur la nuit à venir. Alors, tout à l'heure, on parlait de respiration. Si on respire mal le jour, eh bien, on va moins tomber effectivement en mode parasympathique, qui est le mode qui nous permet justement de gérer le surplus de stress. Et si on est toujours dans le mode plutôt stress, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va sécréter de plus en plus de cortisol. Et l'hormone du cortisol, on a tendance à l'associer uniquement au stress, mais c'est aussi l'hormone de l'éveil. Alors, plus finalement on sécrète de cortisol, plus on va rester coincé dans l'éveil et on ne sera pas capable de basculer vers le sommeil la nuit venue. Alors, c'est pourquoi, justement, entre autres avec des techniques de respiration ou d'autres techniques, on aide les gens à vider au fur et à mesure leur poche de stress qu'on appelle, pour qu'elles ne deviennent pas trop lourdes au fur et à mesure que la journée avance, pour qu'ils puissent finalement se laisser basculer doucement vers le sommeil et non pas être en état d'hyper-éveil au moment où ils vont aller se coucher. Donc ça, c'est un des aspects, mais aussi, il y a tout l'aspect émotif, bien sûr, ce qui s'est passé durant la journée. Chez un enfant, on voit beaucoup, s'il n'a pas eu son réservoir d'affection bien rempli, il ne sera pas capable de se laisser aller au sommeil le soir. S'il n'a pas non plus bien dépensé sa réserve d'énergie, il va avoir du mal à avoir une pression de sommeil suffisante pour basculer le soir. C'est pareil chez un adulte. Donc souvent, les adultes, on a moins tendance à prendre le temps de faire les câlins, de vraiment se parler
parler Dieu à Dieu, Dieu à Dieu. Et ce serait vraiment important de laisser les téléphones cellulaires, les ordinateurs pendant un instant de qualité durant la journée pour justement aussi favoriser tout l'état psychique, tout l'état émotionnel pour permettre cette transition-là vers le sommeil. Puis il y a tous les facteurs naturels de santé, évidemment, aller à l'extérieur, s'exposer au soleil, aussi bon, l'exercice qu'on peut faire durant la journée, tout ça va préparer la nuit à venir. Alors, c'est vraiment important de bien comprendre cet aspect-là pour bien dormir le soir. Et justement, pour améliorer, pour réapprendre à dormir, est-ce que tu conseillerais aux gens de garder ou de commencer un journal du sommeil, d'inscrire un petit peu comment ça se passe nuit après nuit? Ça dépend des personnes, mais dans la formation, on en a mis un journal du sommeil parce que c'est une formation qui vous aide déjà à bien comprendre comment fonctionne l'horloge biologique. C'est comme un peu la base. Mais si j'ai devant moi quelqu'un qui a de l'insomnie chronique à un niveau extrême, qui est complètement paniqué simplement en entendant le mot sommeil, là, dans ce cas-là, je vais commencer avec autre chose pour pas qu'il se mette à suranalyser son sommeil. Parce que si on suranalyse notre sommeil, c'est un peu comme si on est, par exemple, anorexique et qu'on suranalyse ce que l'on mange, bien, on développe un trouble. Alors, évidemment, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais déjà, de bien comprendre comment fonctionne l'horloge biologique, c'est la base pour pouvoir bâtir avec les autres pistes possibles de solutions si jamais notre problème est un peu plus sévère. Exact. Alors, Léo, est-ce que tu veux peut-être, avant qu'on termine un petit peu notre séance aujourd'hui, nous refaire faire un petit exercice, notamment la respiration de l'abeille, parce que je sais que ça avait suscité beaucoup d'intérêt au live la semaine dernière. Oui, alors déjà, je voulais vous dire que la respiration qu'on a fait au début, c'est la respiration de 3-6. Elle a l'air vraiment très, très simple. Moi, je l'utilise beaucoup dans la vie de tous les jours pour aider à la digestion, me calmer, quand je conduis, pour gérer mon énergie. Donc déjà, voilà, il ne faut pas forcément trouver tout le temps des techniques compliquées, hein. La 3-6, elle est très, très efficace, je l'utilise tout le temps. Et là, l'abeille aussi, je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une autre technique que moi, j'aime bien. Et pas seulement parce qu'elle est sympa, et vous allez voir dans un instant, mais aussi parce que ça protège les voies respiratoires. Et en fait, ça protège les voies respiratoires des virus, des bactéries, de l'inflammation et aussi de l'irritation des voies respiratoires. Et en même temps, ça permet de nous détendre. Ça joue directement sur les nerfs vagues. Alors, comment ça marche cette respiration de l'abeille? Il faut faire les bruits de l'abeille en respirant par les nez. Et en fait, on va faire une expiration nasale vibratoire pour faire vibrer la cavité nasale et les palais derrière la cavité nasale. Donc, ce n'est pas dans la gorge, c'est vraiment au niveau de cette cavité nasale qu'on a dans la tête, en expirant. Chacun avec son rythme. Moi, je vais vous donner un rythme qui est le mien, mais voilà, il ne faut pas s'efforcer. On expire jusqu'au bout et quand on arrive à la fin, lentement, on inspire. Mais lentement, par les nez, vraiment lentement. Et puis, on arrive au bout, on tient quelques secondes et on répète. On va faire ça en petites minutes, quelques fois. Et ça passe justement la vertu, juste les vertus que je vous disais, mais ça a aussi la vertu de nous apprendre à respirer lentement. Et donc, si on est persuadé comme moi et comme plusieurs traditions que notre longévité dépend énormément de notre vitesse de respiration, ça veut dire plus on respire lentement et plus on vivra longtemps, c'est aussi un bon moment pour se faire du bien et pouvoir aussi ralentir cette respiration un peu freinée. Donc, je vous invite à vous mettre confortable, comme tout à l'heure. On va détendre un peu les épaules, comme ça on est sûr d'être libéré. On fait aussi quelques rotations avec la tête. Vous pourrez garder les yeux ouverts ou fermés, hein, comme vous voulez. Sauf si vous êtes dans la voiture en train de conduire, vous les gardez ouverts, hein, c'est jamais. Mais sinon, si vous êtes à la maison, pas de souci. Et donc, je vous montre, je l'ai fait une fois, vous me regardez, puis on le fait ensemble quelques fois. Donc, j'inspire lentement par le nez. Petite pause, et puis j'expire. J'inspire. Petite pause, et là, on peut le faire ensemble. Inspire lentement.
Et expiration nasale vibratoire. Inspire. Pause et expire. Inspire. Pause et expire. Et inspire. Et expire. Ok, ça va être là, juste pour vous dire qu'on a fait 3 respirations et en fait, on a fait 1 minute 30 en 3 respirations. Donc, on ralentit énormément notre respiration et on sent un peu les nez pétiller comme s'ils s'ouvraient un peu. Cette vasodilatation qui va nourrir aussi notre oxygénation, les nerfs vagues, peut-être certains d'entre vous ont envie de bailler, de s'étirer, ou simplement cette vibration-là qui calme. Et ça, c'est assez direct. Et puis, en fait, il faut se dire qu'on a protégé nos poumons. On s'est fait du bien et on s'est mieux oxygéné. Donc, celle-là, moi, je l'utilise vraiment beaucoup, même quand j'ai un coup de fatigue. Et on le fait quelquefois sans forcer. Quand on a envie d'arrêter, on arrête. Mais 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ce sont des techniques, voilà, c'est fait de façon assez rapide. Et c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. C'est que pour travailler sur la respiration, des fois, on a l'impression qu'il faut beaucoup de choses. Et en fait, pas du tout. Il faut peut-être 2 minutes par ici, par là. La conscience de ce qu'on fait et savoir ce qu'on fait, donc l'apprendre. Par exemple, dans une formation avec quelqu'un, un coach qui nous apprend. Et puis, elle est là tout le temps. Donc, ça s'appelle remettre en place les bonnes habitudes, les bons gestes. Voilà. Exact. Merci beaucoup, Leonardo. Dans la formation donc, que tu inclus dans l'expérience Natura, le pouvoir de la respiration, tu donnes une 30aine de techniques, comme tu l'as dit, qui sont pratico-pratiques, faciles à mettre en place, mais qui ont un impact énorme sur les différentes sphères de notre vie, sur les émotions, le stress, l'inflammation, la concentration, le sommeil, l'énergie, la méditation, le focus. Hein, il y a une dizaine de modules dont tu parles dans ta formation et tu nous donnes beaucoup d'informations très scientifiques, mais que tu arrives à vulgariser. Donc, c'est extrêmement facile et pertinent à suivre. Puis, on apprend énormément et tu nous auras montré pendant cette heure que la respiration, ce n'est pas juste inspirer, expirer, c'est bien au-delà de ça. Et quant à toi, Véronique, avec la formation que tu nous offres dans l'expérience Natura, donc, bien dormir en suivant son horloge interne. On comprend comment le sommeil est le pilier de la santé. Hein. Il faut vraiment, vraiment bien dormir et faire attention à son sommeil. Comment on passe d'un mode de sommeil à l'autre, quels sont les mécanismes du sommeil, comment surtout synchroniser l'horloge interne. C'est la clé pour bien dormir et mieux dormir. Et comment rester serein face à son sommeil. Tu l'as répété beaucoup. Si on s'acharne sans arrêt à essayer toutes sortes de techniques, ça va empirer finalement la situation. Et avec ta formation, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus relax par rapport au sommeil et ça change réellement. Tu as un impact réel sur les gens qui ont des problèmes de sommeil le plus naturellement possible. Alors, merci encore infiniment à tous les deux d'avoir été là. Je vous rappelle que l'expérience Natura est en vente jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 octobre. Donc, 14 formations pour le prix d'une. Ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Il y a des petites pépites dans chacune des formations et vous allez forcément apprendre quelque chose qui va avoir un impact sur votre vie. Alors, merci infiniment à Leonardo Pelagotti et merci infiniment à Véronique Brière aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui vont nous écouter en rediffusion. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine entrevue. Merci beaucoup. Merci, bonne journée tout le monde, bonne soirée. Merci tout le monde.